monde selon Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On va parler avec vous des États-Unis, où les forces de l'ordre tentent de maintenir le calme dans les campus américains, perturbés, on le sait, par de graves débordements et blocages ces derniers jours par des militants pro-palestiniens, notamment à New York et en Californie. Calme précaire selon vous malgré tout, Simone ? Calme certainement précaire. Après, je voudrais juste revenir sur un mot que vous avez utilisé. Vous avez parlé de manifestants pro-palestiniens. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment pro-palestiniens. En réalité, je pense que c'est autre chose. Une grande partie d'eux sont malheureusement plutôt pro-Hamas. En tout cas, ils se font, en connaissance de cause ou pas, les porte-voix d'une idéologie en réalité extrêmement radicale pro-Hamas, quand on entend des choses comme globalize the intifada, c'est-à-dire globaliser l'intifada, ou bombarder Tel Aviv, ce genre de choses, ou en disant à des juifs américains retournez chez vous en Pologne ou en Irak, là, en réalité, on se fait les porte-voix d'autres choses. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment pro-palestiniens. Mais est-ce que la cause palestinienne aujourd'hui à l'étranger, et notamment en Occident, n'est pas incarnée finalement par ceux qui soutiennent le Hamas, sans le dire explicitement ? Oui, je pense que c'est justement le problème. C'est-à-dire, effectivement, malheureusement, parmi ces étudiants, on voit très peu de gens parler de paix, manifester pour une paix. Je veux bien qu'ils soient effectivement très concernés par la souffrance qu'ils voient côté palestinien à Gaza. Mais malgré tout, on n'entend pas ces voix-là. Et par ailleurs, même les voix palestiniennes parfois qui existent y compris en Occident, qui existent aux États-Unis, qui existent en Europe, qui sont peu nombreuses, mais qui sont pro-paix, qui, eux, se manifestent contre le Hamas. Et en faveur de la solution à deux États. Exactement. À ces gens-là, on leur donne pas la parole. J'en ai jamais vu un sur un campus. Et c'est par ailleurs pour cette raison-là que de plus en plus de militants palestiniens, et il y a justement un jeune homme palestinien qui est de Gaza, qui est maintenant réfugié en Allemagne, et qui s'est adressé à ces jeunes manifestants, notamment aux États-Unis, en disant en réalité, vous portez la cause du Hamas et vous êtes, au fond, contre le peuple palestinien parce que nous sommes les premiers à souffrir du Hamas. Donc, oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit et donc c'est ça, malheureusement, qui est en train d'avoir lieu. Après, il faut se poser la question, peut-être on peut se la poser ensemble, Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que c'est Et qui sont les acteurs en fait qui animent ces mouvements de protestation ? Exactement. Et je pense qu'effectivement il y a plusieurs choses qui se superposent et qui en réalité convergent en même temps. C'est-à-dire à la fois une sorte d'ignorance totale de l'histoire. C'est comme si l'histoire commencer avec un post-colonialisme transformé en post-marxisme, d'un côté, donc une idéologie un peu woke qui considère que... Qu'il y a une forme de continuité entre les luttes en faveur des Palestiniens et celles contre les discriminations, le racisme... Exactement, où on voit les Juifs, les sionistes, les Israéliens comme des oppresseurs, des colonisateurs, des génocidaires, etc. Donc ça, c'est une sorte de prisme par lequel ils voient le conflit israélo-palestinien. Et qui est également, Simone, relayé ou plutôt nourri par aussi une partie du corps enseignant et du monde intellectuel ? Tout à fait. Alors ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, quand on regarde à la fois à Columbia, dans presque toutes les universités Ivy League, donc d'élite aux États-Unis, on voit qu'une partie de l'administration et des professeurs font en réalité partie de ce mouvement, soutiennent les manifestants et fournissent en réalité cette lecture du conflit depuis des décennies. C'est pour ça que, en réalité, nous savions depuis des années que ça allait arriver à ça. C'est-à-dire qu'on savait que le jour où il y aura un conflit armé entre Israël et le Hamas là-bas, il y aurait ces conséquences-là parce que
la structure idéologique avait été fournie notamment par ces professeurs-là. Et donc la prochaine étape, c'est la politique, c'est l'entrée en politique. Il y en a déjà quelques exemples, mais ils sont quand même minoritaires malgré tout au sein du Parti démocrate. Mais on peut envisager qu'ils occupent beaucoup plus de poids et de place au sein du parti. Et il y a effectivement, on peut se poser la question, et notamment parce que ces jeunes-là, c'est l'élite du pays. Donc, est-ce que c'est juste un effet générationnel qui fait que dans les universités, aujourd'hui, elles sont très radicales, une fois avec un travail, une fois en faisant face aux réalités, ça va changer les choses. Les gens des années 68 ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Ou au contraire, est-ce que justement cette vue du monde va se transporter, et donc à ce moment-là, oui, il y a un vrai danger que ces jeunes-là vont demain, après-demain, porter des responsabilités et défendre un point de vue qui va à l'encontre de en réalité, ce que c'est l'idée d'une sorte d'universalisme et en ce qui concerne le Proche-Orient, donc de potentiellement avoir la paix un jour. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez concernant aussi les fondements de qui sont les porteurs de ces messages. Et je pense que là, il va falloir regarder de bien plus près. Il y a 2 jours, un certain nombre de familles de victimes du 7 octobre américains et israéliens ont porté plainte contre une organisation qui s'appelle SJP, Students for Justice in Palestine, et AMP, American Muslims for Palestine, et en les accusant clairement d'être des porte-voix du Hamas et en réalité de collaborer avec le Hamas. SJP est aujourd'hui, et depuis plus de 10 ans, l'organisation principale qui organise toutes les manifestations pro-palestiniennes dans les campus américains. Ils ont plus de 20 chapters partout aux États-Unis, dans les universités, et notamment les universités d'élite. C'est quand même un signe très important, c'est-à-dire c'est plus uniquement théorique, c'est-à-dire avec ce que nous avons commencé, c'est-à-dire l'idée que ces jeunes portent le message du Hamas, mais si effectivement il est prouvé que SJP collabore de manière extrêmement claire et étroitement avec le Hamas pour, en réalité, avancer son message sur les campus américains. Là, il s'agit d'autre chose. Que sait-on de la manière dont cette organisation est financée? Combien de militants compte-t-elle? Et aussi, peut-être, puisque vous vouliez en parler, et puisqu'on arrive bientôt au terme de cette chronique, la manière dont elle essaye aussi de se développer en France, puisqu'il y a notamment une antenne qui existe à Sciences Po Paris. Oui, effectivement, il y a une antenne à Sciences Po qui a ouvert tout début octobre. C'est une étudiante de Columbia University qui l'a ouverte ici à Paris. Avec un compte Instagram mis à jour régulièrement. Compte, exactement. Le premier message arrive le 11 octobre avec une clé. Donc le symbole de la clé, c'est le retour des réfugiés en Israël. Et encore une fois, ce message-là est donné le 11 octobre. C'est SJP qui ont été les premiers, Sciences Po, à inviter Rima Hassan à Sciences Po. C'est SJP Sciences Po qui ont été les premiers à inviter Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens qui considère, pour l'ONU, qui considère qu'il y a un complot juif aux États-Unis. Donc, ça donne quand même une certaine couleur. Et donc, effectivement, c'est inquiétant de savoir qu'une organisation telle que SJP, qui semblerait-il aurait des liens avec le Hamas. Et qui pourrait donc être interdite. Et qui pourrait être interdite. Effectivement, quand on regarde d'ailleurs la plainte un peu en détail, on voit que ces mêmes personnes qui ont créé SJP aux États-Unis ont précédemment créé des organisations aux États-Unis qui avaient été interdites aux États-Unis, notamment parce qu'ils levaient des fonds pour les organisations terroristes du FPLP et le Hamas. Donc, ce sont les mêmes personnes, ils ont juste changé de nom. Mais effectivement, donc, si on arrive à prouver cela,
c'est extrêmement inquiétant, sachant donc que il y a une représentation, y compris en France. Et d'après ce que j'ai compris, ils essayent d'ouvrir d'autres antennes un peu partout en Europe, dans les universités. Pour terminer avec les États-Unis et pour boucler la boucle, je voudrais dire que vous me disiez un dernier mot sur la décision peut-être historique de l'université Brown dans le Rhode Island d'envisager de désinvestir d'Israël dans le cadre d'un accord de déblocage du campus avec les étudiants. Ça, c'est le prélude à d'autres décisions ailleurs, sous la pression des étudiants les plus radicaux? Je pense que c'est tout le problème de la manière dont les universités, notamment les présidents d'universités, ont géré le problème de ces manifestations. Et on l'avait vu avec les auditions au Congrès, les présidents des universités, où ils étaient plus ou moins incapables de condamner ce qu'il se passait. Et c'est la faiblesse. C'est-à-dire, ils font face aujourd'hui à un mouvement extrêmement radical qui non seulement promeut la violence et le terrorisme au Proche-Orient, mais qui crée une situation pour des étudiants américains sur les campus américains totalement intenable. J'ai passé la semaine à parler avec des étudiants juifs américains. C'est absolument terrible. Ils ont peur. La plupart d'entre eux n'osent plus du tout aller se rendre à l'université. Il y a une chasse aux juifs, aux sionistes qui est organisée? Il y a clairement une chasse aux juifs. Il y a des interdictions des juifs sionistes. On ne leur pose même pas la question s'ils sont sionistes de rentrer sur les campus. Donc en réalité, c'est l'essence même de l'antisémitisme, c'est-à-dire on efface les juifs de l'espace public. C'est vraiment la première étape. La prochaine étape, c'est leur faire porter l'étoile juive peut-être. Et donc, face à cette horreur, de voir autant de faiblesses et de voir finalement Brown, qui est une université absolument incroyable et prestigieuse, lâcher, c'est absolument terrible. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et qu'on peut réécouter cet entretien, notamment sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.